Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute. Bonjour à tous, je vous présente mon invité du jour, Pascal Mancini. Salut Pascal. Salut Stéphane. Alors Pascal, je te présente en quelques mots, hein, tu complèteras ensuite. Donc tu as 31 ans, tu es un athlète suisse spécialiste du sprint. Ton palmarès, tu as commencé la course à pied donc à 13 ans, tu es directement champion suisse, tu es multiple médaillé national, tu as participé aussi à plusieurs compétitions au niveau européen et mondial. Autrement, tu as le record suisse sur 60 mètres. Et puis c'est vrai que du matin au soir, tu penses au sprint, tu as beaucoup côtoyé d'entraîneurs, même à l'étranger. Et voilà, tu as aussi un bachelor en psychologie. Et tu fais du coaching depuis 2 ans, comme tu me l'as dit. Tu as plusieurs athlètes que tu coaches régulièrement. Alors voilà, tu pourras aussi nous en dire plus dans cet épisode. Et puis si tu as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Ouais, je pense que tu as fait le tour. Voilà, je suis vraiment un passionné de sprint depuis très longtemps. Donc ça fait 18 ans de carrière actuellement. Et puis j'ai toujours eu ça comme priorité, vraiment essayer de m'améliorer, de mieux comprendre comment progresser au maximum. Et puis j'ai essayé vraiment plusieurs méthodes d'entraînement au fil de ma carrière. J'ai eu plusieurs coachs. Donc mon premier coach, c'était mon coach que j'avais à Estavayer, de mon premier club, qui était très bon. Et ensuite, je suis allé avec Laurent Meuvely, qui est très connu en Suisse. Donc, j'ai fait environ 6 ans d'entraînement avec lui. Et puis ensuite, entre-temps, j'ai eu aussi Ralf Mouchbahani qui m'entraînait, qui est un entraîneur allemand très très fort. Et puis Pierre-Jean Vazel, qui est un entraîneur français aussi de renommée mondiale. Donc, j'ai pu profiter de leurs conseils et de leur expérience pour vraiment encore mieux approfondir, mieux comprendre tous les entraînements de sprint. Ouais, ok. Belle brochette ouais, d'entraîneurs. C'est vrai que les noms, en tout cas, moi, ils me disent tous quelque chose. D'ailleurs, cet entraîneur allemand, il vient de Berlin, hein, c'est juste? Il est Exact, basé à oui. Berlin, ouais. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok, très bien. Alors, parfait, ouais. Donc, moi, je voudrais commencer justement par les athlètes que tu coaches parce que voilà, il y a. Donc, tu as plusieurs athlètes, hein, je vois régulièrement donc, sur ton compte Instagram. Tu mets les entraînements, enfin tu mets quelques photos, quelques vidéos. Et puis j'ai remarqué donc il y a Maxime Baudra qui a qui a fait une progression monstrueuse et je me demandais justement pourquoi bon il court vite hein, donc il a certainement des gènes incroyables mais et puis surtout un potentiel hein, je pense qu'il peut encore s'améliorer parce qu'il a commencé la course très tardivement puis voilà je sais pas si tu peux me dire un peu des nous expliquer comment ça se fait que déjà qu'il a progressé comme ça, puis aussi voilà quel potentiel tu vois en lui, puis aussi nous parler un peu de tes autres athlètes, de ton coaching en général. Oui, alors là actuellement j'entraîne 5-6 athlètes. Ils ont tous quand même un certain talent. Après c'est vrai que Maxime Baudra, il a commencé en janvier en fait 2019, donc il y a un peu plus d'une année. Et puis il est passé de 7 secondes 16 sur 60 mètres à 6,72. Donc progression énorme, j'ai jamais vu ça depuis que je fais de l'athlétisme. Euh, c'est clair que c'est beaucoup le talent, il a beaucoup de qualité euh, et je pense que j'ai su lui donner les entraînements qu'il fallait. C'est quelqu'un qui aime pas vraiment s'entraîner, donc j'ai fait en sorte qu'il reste motivé surtout pour quand même faire des petites sessions d'entraînement, même si c'était pas bien long, pas bien compliqué et pas très dur, mais l'important c'était qu'il s'entraîne quand même parce que c'est un peu un fainéant comme beaucoup de sprinters. Donc voilà, j'ai su assez bien le gérer et puis la progression elle est fulgurante. Donc ouais, je suis vraiment content de l'avoir dans le groupe et puis je pense qu'il peut atteindre vraiment
un niveau européen, être dans les meilleurs d'Europe d'ici quelques années. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et t'as aussi, tu coaches des autres athlètes, d'autres sports, autres que le sprint? Oui, alors j'ai des demandes de footballeurs ou des hockeyeurs, par exemple, qui aimeraient améliorer leur explosivité, leur vitesse. Et puis comme c'est quand même ma spécialité, eh ben, je les ai aidés et puis les résultats, ils sont vraiment très très bons, quoi. Ils progressent vraiment vite et puis je leur dis déjà ce qu'il faut faire, mais je leur dis aussi ce qu'il faut éviter, quoi, parce que c'est presque autant important en fait, savoir qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Parce que si vous faites des choses bien, mais qu'en même temps vous mettez les bâtons dans les roues en faisant des choses contre-productives ou néfastes, eh ben ça va annuler un peu les bonnes choses que vous faites. Donc c'est vraiment important de savoir quoi faire et savoir quoi, enfin savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire en fait. Ouais. Donc toi, tu conseillerais vraiment, comment dire, toi, ta philosophie, c'est plutôt l'amélioration par la soustraction. Donc voilà, se concentrer sur, voilà, sur la réduction de tout ce qui fonctionne pas, quoi. Éliminer les erreurs, réduire la complexité, voilà, se concentrer vraiment sur l'essentiel, quoi. C'est ça? L'essentiel, bon, pour arriver à la performance, c'est quand même complexe, mais finalement, c'est vrai que l'athlète, il a un stock d'énergie, et puis si on lui fait faire des choses inutiles, bah, c'est de l'énergie qu'il va pas pouvoir dépenser pour les bonnes choses. Ouais. Donc, c'est clair que quand on veut atteindre un haut niveau, il faut savoir où mettre son énergie. Et puis, même, il y a certaines choses qui peuvent être bonnes pour la progression, mais elles peuvent être un peu moins bonnes que d'autres. Donc, il faut opérer des choix. Et puis, c'est ces choix-là qui vont faire que le résultat va progresser, enfin, l'athlète va progresser plus ou moins, quoi. Ouais. Euh, autrement, au niveau si on parle vraiment plutôt orienté sprint, c'est quoi un peu le pourcentage voilà, de courses que vous faites, voilà, vraiment d'entraînement spécifique, enfin de la course vraiment là en cours, et puis autrement, voilà, de la musculation, est-ce que vous faites aussi du travail psychologique, ou bien, voilà, est-ce que le soir, tes athlètes, le soir avant une course, tu leur conseilles de se visualiser la course du lendemain, ou bien, voilà, toutes ces choses. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça? Bah, au niveau des entraînements, donc c'est environ c'est 1, 2 séances de musculation par semaine. Une séance où on va axer plutôt sur l'accélération. Une séance peut-être on va faire un peu de plus de la vitesse. Et puis selon la saison, on va aussi mettre une séance où ils vont faire des courses un peu plus lentes pour développer un peu l'endurance de base, le relâchement, la technique. Et puis il y a aussi une séance qu'on dit un peu lactique de résistance qui peut aussi s'ajouter, même si je suis pas, je fais attention avec ce genre de séances parce qu'elles sont très fatigantes pour le système nerveux et pour le corps. Ouais. Donc après, ça c'est au niveau des entraînements. Et puis après, c'est clair que mes athlètes, certains, j'ai pas besoin de faire de préparation mentale ou de discuter avec eux. D'autres ont un peu plus de problèmes, donc des fois je prends le temps de les appeler et puis de voir qu'est-ce qui va pas, essayer de régler les petits soucis, les mettre un peu voilà sur le droit chemin, on va dire. Mhm. Et puis mais voilà, ils font pas spécialement de préparation mentale. Je sais que cette année-là, au championnat suisse junior, en salle, j'ai un de mes athlètes qui était très fatigué de 3 jours avant le championnat suisse, qui était sa saison, sa compétition principale. Et puis, donc, on a coupé vraiment tous les entraînements. Et puis, je lui ai conseillé de faire de la méditation qu'on peut trouver sur YouTube. Et puis, il a vraiment bien pu récupérer au niveau du système nerveux et tout. Et puis, il a vraiment bien réussi. Il a explosé son record. Et puis, il a fait médaille d'argent sur 200 mètres. Donc, voilà, j'utilise ces outils, mais pas forcément tout le temps, quoi. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Là, tu parles justement un peu du repos physique et puis
Je pense hein, que c'est, en tout cas de mon côté, moi je trouve que le repos c'est ultra important. Voire, on dit que des fois le repos c'est aussi un entraînement. Enfin, c'est autant important que l'entraînement. Voilà, je sais pas toi ce que t'en penses. Bon là, t'as dit à ton athlète de bien se reposer, mais voilà, quelle place tu mets vraiment au repos, à la récupération, à la régénération aussi de ton côté? Bah justement, je vois que justement cet athlète, il est très sérieux au niveau de la récupération, il dort bien, il fait pas trop la fête le week-end, il mange sainement, il se couche voilà des horaires qui sont chaque fois les mêmes pour avoir un bon rythme. Et puis je vois vraiment la différence. Il arrive aux entraînements, il est souvent vraiment en forme et tout, et puis il progresse beaucoup. Alors que un autre athlète qui voilà qui laisserait un peu ça de côté, qui s'alimente pas très bien, qui dort un peu à des heures chaque fois différentes, et ben je vais voir qu'à l'entraînement il sera pas autant au top. Finalement la progression elle sera moins forte que ceux qui voilà qui gèrent bien leur récupération. Donc après moi je leur donne les conseils, je leur dis qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suis pas tout le temps derrière eux pour voir s'ils le font. Et puis finalement moi je suis pas vraiment un gars qui est tout le temps derrière ses athlètes en fait. Je leur dis qu'est-ce qui est bien et puis en général ils sont assez motivés pour respecter ben, les conseils que je leur donne. Après, bah, certains arrivent un peu moins à les respecter, mais ça va aussi. Ouais. Parce que voilà, là tu dis, mais par exemple, est-ce que toi tu conseillerais à un de nos auditeurs, par exemple, là, qui aimerait un petit peu s'améliorer, voilà, de, de, de modifier totalement, par exemple, son régime alimentaire, manger peut-être plus de légumes, pas boire de bière ou tout autre alcool, voilà, se reposer, aller toujours à des heures fixes. Enfin, est-ce que pour vraiment atteindre la performance, notre maximum personnel hein, pour chacun, est-ce qu'il faut en arriver là vraiment tout être très strict, enfin, aussi selon ton expérience, est-ce que toi, tu as toujours été très strict sur tous ces points ou c'est pas forcément voilà, ce qu'on croit dans... Bah, je pense que bah, c'est clair que boire tous les soirs de l'alcool et puis mal s'alimenter, c'est vraiment néfaste à la performance. Mais après, il faut aussi mettre des priorités. Si un athlète, le fait de manger parfaitement, de manger tout le temps, voilà, bien des légumes, tout ça, si ça lui demande trop d'énergie en fait de le faire, bah je vais pas être hyper strict là-dessus. Ouais, ça va être négatif Mais pour lui, ouais. ouais, c'est ça. Je préfère qu'il voilà qu'il se lâche peut-être un peu plus voilà sur sur l'alimentation, mais qu'il soit voilà qu'il soit motivé et puis que voilà quoi, qu'il soit pas qu'il soit saoulé de faire du sport de haut niveau. Mais après c'est clair que là je parle de cas individuels. Après en règle générale, on sait que les meilleurs sportifs c'est surtout ceux qui gèrent bien la récupération, parce qu'au bout d'un moment à très haut niveau les entraînements voilà c'est pas forcément à l'entraînement qu'on fait la différence, c'est plutôt entre les entraînements puis à quel point on va récupérer un maximum pour être au top le lendemain pour refaire un entraînement de très haute qualité. Donc je vois plus le niveau augmente et plus la récupération est décisive. Mais par contre, quand on débute, bah déjà l'important c'est surtout de bien faire ses entraînements. Voilà, je trouve qu'il y a des priorités. Parfois, on dit à un jeune athlète de directement bien manger, tout ça, pas aller au McDonald's. Puis bon, finalement, je vois beaucoup d'athlètes qui font énormément de sacrifices et puis il n'y a pas forcément de résultat. C'est simplement, comme tu l'as dit dans un de tes podcasts précédents, il faut mettre les grosses pierres dans le bocal et puis après, si on a de la place, on met les plus petites pierres Ouais. et puis le sable à la fin. Donc Mhm. si on met le sable et puis des petits cailloux, puis après on n'a plus de place pour les grosses pierres, ben, ça fait pas de sens. Ouais. Donc voilà, il faut être conscient de qu'est-ce qui est bien pour la performance, mais il faut pas tout mettre d'un coup, je pense. Ça risque de dégoûter l'athlète aussi. C'est un peu ça. Ouais, c'est très juste, ouais. Et puis après, bah, c'est pas forcément aussi ce qu'il voudrait tout de suite. Par contre, il faut peut-être le conseiller d'y aller progressivement, voilà, s'il va au McDo chaque semaine, peut-être essayer d'aller déjà plus que voilà, une semaine sur deux ou tous les mois, enfin ainsi de suite, quoi.
Mais toujours dans la récupération puis le repos, moi ça m'intéresse bien. Comme tu le sais, hein, je suis l'auteur du blog couriragin.com. Et puis, est-ce que tu intègres par exemple des périodes de jeûne ou est-ce que tu as toujours jeûné ou est-ce que tu n'as jamais jeûné? Parce que c'est assez controversé. Il y en a qui le font, puis d'autres pas du tout. Et puis c'est vrai, quand on regarde des grands athlètes au Kenya, ils font tout leur entraînement à jeun. Et puis je me demandais, par exemple, pour un sprinter comme toi, déjà, est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu utilises ça? Et puis voilà, moi je trouve que c'est une bonne façon de se régénérer, de se reposer, puis aussi d'être performant. En tout cas, moi j'ai remarqué une grande performance là lorsque je faisais mes courses, mes entraînements à jeun. Donc je sais pas aussi quel est ton avis sur le sujet. Bah oui, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Casasnovas qui fait des vidéos de conseils sur l'alimentation principalement, mais aussi de manière générale. Ouais. Euh, et puis il m'avait conseillé justement en 2017 ou 2000, fin 2016, il m'avait conseillé d'essayer le jeûne intermittent, c'est-à-dire de manger qu'à partir de midi et puis de faire mes entraînements le matin à jeun. Et bah, au début, comme un peu tout le monde, on croit que ça va pas aller parce qu'on a besoin de manger, sinon on n'aura pas d'énergie. Et puis, c'est vrai que peut-être la première semaine ou les 10 premiers jours, c'était un peu, ah, j'avais un peu peur et tout, même si les sensations étaient assez bonnes. Mais maintenant, pour moi, il y a plus de retour en arrière, en fait. Ouais, c'est beau. Je trouve ça tellement, tellement, tellement bien, parce qu'il faut savoir que la digestion, ça coûte beaucoup en énergie. Bah, ça nous alourdit un peu, cette sensation un peu de, voilà, avoir quelque chose dans le ventre, quand on s'entraîne, c'est jamais très, voilà, quoi, ça fait Ouais, ça peut amener aussi plein de pas problèmes. forcément agréable. Donc, l'entraînement à jeun, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai plus d'énergie, justement, et je me sentais léger, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais sans, voilà, sans avoir de problème un peu au niveau, digestif et tout ça, de la digestion. Ouais, c'est clair, il y a tous les problèmes digestifs. Moi, j'ai commencé le jeûne aussi. Ben, aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos là, de Thierry Casasnovas. Là, et c'est vrai qu'on peut conseiller sans autre sa chaîne YouTube. C'est très intéressant pour débuter, puis même pour aller très loin. Il va dans des sujets très, très poussés. Et puis moi, c'est surtout par des problèmes, voilà, comme tu disais, de digestion. Moi, ça m'arrivait avant une course, des fois, de manger des. Je me rappelle toujours, je dis toujours ça à mes amis, je mangeais 3 heures avant, je mangeais un petit pain avec du quinoa, de la mayonnaise et du thon dedans. Donc, le truc impossible Mhm. à digérer. Et puis, j'en mangeais des fois un ou deux. Et finalement, j'arrivais, je faisais des courses. Voilà, en Suisse, ceux qui font des courses connaissent. Il y a Mora Fribourg. Pour moi, c'était une Mhm. course importante de 17 km. Bah, des fois, après 5 km, j'avais le point, je ne pouvais plus. Et des fois, Mhm. je forçais. Puis peut-être, voilà, 3 semaines après, j'avais encore cette douleur du point. Et puis, bien sûr, j'ai eu beaucoup de courses voilà, que j'ai loupées à cause de ce que je mangeais avant. Et depuis, bah, j'ai couru un marathon, enfin, même 3 maintenant. J'ai couru 3 marathons à jeun, puis j'ai pas eu besoin de manger. Après, bien sûr, il faut boire, ça c'est important. Comme tu le disais, le jeûne intermittent, je pense qu'il faut commencer par ça. Et là, je vous invite à aller écouter tous mes épisodes. J'ai fait une semaine spéciale sur le jeûne, donc je pense que c'est très intéressant, en tout cas, ce que tu dis là, parce que, voilà, je pense que c'est. Moi, je conseillerais tout le monde d'essayer. Et puis, bah, tu l'as dit, le bien-être, et puis la performance, je pense que en tout cas, on peut être vraiment focalisé sur soi et puis pas bah, sur sa digestion. Le corps aussi, bah, il n'est pas focalisé sur la digestion, mais sur, voilà, il est prêt à nous donner la performance où on lui demande. Donc, si on court, bah, on est totalement en pleine conscience, on pourrait dire, et en course à pied, quoi, avec la course, et puis pas avec d'autres choses. On n'a pas des pensées. Moi, ça m'arrivait de penser tout d'un coup voilà, à ce que j'ai mangé, pourquoi j'aurais peut-être pas dû manger, ou peut-être manger 30 minutes plus tôt, plus tard, enfin bref, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que ça souligne d'autant plus le fait il faut se faire confiance, il faut s'écouter quand même, et puis des fois sortir un peu de ce que dit la théorie ou de ce qu'on entend. Parce que bah, c'est vrai que moi pendant des années je m'entraînais et puis
Bah justement, comme toi, j'avais mal au ventre, ça me gênait. Il y a des entraînements que je pouvais pas vraiment faire à fond. Quand on fait une séance d'abdos ou de course justement un peu difficile, et puis on peut pas la finir parce qu'on commence à avoir des ballonnements, à avoir mal au ventre, envie de vomir. Bah, je sais pas, c'est pas top. Et puis il faut vraiment pas hésiter à essayer des choses. De toute façon, vous risquez pas non plus. Voilà, il faut pas commencer à faire un ultra trail la première fois à jeun. Mais je veux dire, j'ai vu euh, des témoignages de coureurs de marathon qui mangeaient même une fois, enfin un repas tous les 2 jours et qui ont explosé leur record au marathon Ouais. en faisant ça, quoi. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Faut pas croire que qu'on a de l'énergie seulement quand on mange, quoi. En fait, on peut tenir vraiment longtemps et puis faire beaucoup d'activités physiques sans manger. C'est simplement une petite habitude à prendre et laisser le corps justement faire les changements parce que si le corps est habitué à puiser l'énergie de l'alimentation qu'on a ingurgité quelques heures avant, bah, il lui faut simplement un peu de temps pour être capable après d'utiliser l'énergie plutôt qui sont en stock euh, pour faire l'entraînement qu'on veut, quoi. Donc faites-vous confiance et puis s'il y a quelque chose qui va pas, bah ayez le courage de changer et puis d'essayer des nouveaux trucs. Puis parce que ce qui est important, c'est pas la théorie ou ce qu'on dit dans les livres, c'est vraiment vous. Si vous voyez que quelque chose marche mieux en faisant quelque chose qui est un peu contraire à ce que tout le monde dit, bah finalement ça n'a pas d'importance. Faites-le et puis faites-vous confiance et individualisez vraiment vos entraînements parce que bah moi j'ai pas de coach depuis ça fait depuis 2014 que je m'entraîne seul et puis j'ai battu tous mes records comme ça en faisant un peu mes entraînements plus à l'instinct et puis voilà, j'ai battu tous mes records. Pourtant je m'entraîne j'ai l'impression de beaucoup moins souffrir qu'avant, que c'est beaucoup plus facile, je m'entraîne moins longtemps. Euh, donc voilà, faites-vous confiance, essayez des choses. Et puis, soyez pas trop rigide par rapport au programme et tout, programme idéal qui sont vendus sur Internet. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Après, aussi, comme tu le dis, ça fait 18 ans que tu cours, donc tu as une certaine base, hein. Je pense pas que tu déconseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer le sport de peut-être y aller seul, quoique peut-être au début, c'est bien d'essayer un peu. Je pense que les coachs, bah, comme toi-même, hein, je pense que c'est bien d'en avoir un. Après, au bout d'un moment, je pense que c'est aussi bien voilà, de voir ailleurs, peut-être d'essayer de, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais peut-être pas rester toute sa vie aussi avec le même coach. D'ailleurs, on voit beaucoup d'athlètes hein, qui changent. D'ailleurs, toi-même, hein, tu as changé plusieurs fois de coach. Je pense que c'est bien de voir à plusieurs places. C'est comme la lecture. On a, dans une bibliothèque, on n'a pas qu'un seul livre, quoi. Il faut essayer de prendre les meilleures infos un peu partout. Puis, ouais, en tout cas, je trouve très intéressant ce que tu dis. Et puis, juste pour revenir sur le jeûne, bah, aussi, bah, je conseillerais vraiment d'y aller progressivement, un peu comme dans tout, quoi. J'ai souvent conseillé aux gens déjà de courir. Voilà, le matin, ils se lèvent et puis ils partent courir avec le ventre vide. Peut-être ils ont bu un peu d'eau avant, bien sûr. Mais voilà, pas commencer à se dire on va faire une sortie de 20 km, commencer avec 2 km. Moi, j'ai commencé comme ça. Et puis maintenant, bah, je sais qu'un marathon, je peux le tenir. Tous les dimanches matins, si je vais courir, faire une sortie longue de 20 km, il n'y a pas de souci. Et je pense dans le sprint, c'est pareil. Voilà, et peut-être si vous avez votre entraînement principal de la semaine très intensif, bah, c'est pas à ce moment-là peut-être qu'il faudrait commencer le jeûne, mais commencez, voilà, le jour où vous faites une séance de musculation, ou bien de... On a vu des personnes voilà, qui font de la musculation et qui sont super musclées et puis que, voilà, et qui prônent aussi le jeûne, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, ce qui est hyper bien aussi pour le jeûne, c'est que on sait qu'après 12 heures sans manger, le taux de sécrétion d'hormones de croissance, il augmente vraiment drastiquement. Et puis, bah, l'hormone de croissance, donc elle est sécrétée naturellement par le corps, mais les sportifs qui se dopent, il faut savoir qu'ils utilisent principalement l'hormone de croissance. Donc là, avec le jeûne intermittent, vous avez un petit dopant Ouais, naturel naturel. Ouais. et très efficace qui va brûler les graisses, reconstruire les tendons, les muscles. Donc vous allez vraiment améliorer votre récupération
euh, refaire les tissus voilà, que vous avez endommagés la veille à l'entraînement. Et vous allez vraiment avoir des meilleurs tendons, des meilleurs muscles, un taux de graisse plus bas. Et puis voilà, vos entraînements, ils seront de bien meilleure qualité. Après, voilà, moi, c'est ce que j'ai comme expérience. Chacun doit faire les siennes, quoi. Mais Mhm. pour moi, bah, tous les gens à qui j'ai conseillé le jeûne intermittent, bah, voilà, ils sont jamais revenus en arrière après, quoi. Ouais, c'est juste. D'ailleurs, moi, je suis pas revenu en arrière. C'est pas toi qui me l'as conseillé, mais effectivement, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Et bon, on pourrait parler du jeûne longtemps. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un épisode uniquement sur ça. Mais c'est vrai que moi, depuis que je jeûne, bah, j'ai quasiment pas de douleur, aussi beaucoup moins de douleurs musculaires. Je suis quasiment aussi jamais blessé. Bon, je touche du bois, mais bon, il n'y a pas que le jeûne, hein, c'est l'écoute de soi, c'est l'adaptation de l'entraînement. Et puis voilà. Euh, c'est OK pour toi, ce jeûne, Pascal? T'as d'autres choses à dire? Je crois qu'on va pas. Non. Non, ouais. En tout cas, c'était très complet. Par contre, moi, j'avais une petite interrogation. Vu qu'on parlait d'entraîneur et de coach, il y a un entraîneur français, c'est Alain Ligné, je crois. C'est l'entraîneur de Pierre-Ambroise Boss, le coureur donc il est assez connu, hein. Il fait de la piste là sur 800 mètres. Et puis donc il est au niveau mondial. Et puis Champion du champion, monde en 2017, je crois, ouais, champion du du monde. 800 mètres. Ouais. Et son entraîneur, justement, il disait que, euh, j'ai retenu une phrase de lui, il disait que le foncier libère la vitesse. Donc voilà, si on fait de l'endurance, on devient plus rapide. Et moi, voilà, ok. Mhm. Et puis je me posais la question, est-ce que si on fait de la vitesse, ça libère le foncier en fait? En faisant de la vitesse, est-ce qu'on devient un peu plus endurant aussi? Bah oui, moi, je le pense. Et d'ailleurs, il y a des études qui l'ont prouvé. Euh, Bah, c'est un peu le principe de l'entraînement. On sait qu'il faut varier, il faut pas courir à la même allure tout le temps. Et puis, je pense que les gens, ils ont un peu peur des fois de s'écarter un peu de leur allure de course. Donc, ils vont varier un peu, mais je pense qu'ils ont à gagner à vraiment aller un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire faire des fois des grosses séances de fond lentement. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi chez les sprinteurs. On fait des courses justement plus lentes. Après, c'est pas du jogging, mais des courses plus lentes. Puis on sait que ça rend vraiment plus rapide. Alors que si on fait que des sprints, bah, on va vraiment avoir un plateau Ouais, qui va très vite s'installer. Et faire des courses plus lentes, ça permet de repousser un peu ce plateau. Et puis, bah, pour les courses, la course à pied, course d'endurance, dont d'ailleurs je suis pas du tout spécialiste, hein, mais j'ai vu des études et puis j'ai eu quelques expériences d'athlètes que j'ai coaché un peu pour la course à pied où j'ai donné quelques exercices à faire qui sont plutôt ciblés sprint et puis quelques entraînements de course de sprint. Et puis les résultats, ils sont vraiment bons, quoi. J'ai un gars que j'ai aidé un peu pour la course à pied. Puis il m'a dit que avec les entraînements de vitesse, les exercices que je lui ai donnés, il se sentait vraiment, après ça allait tout seul, il se sentait plus léger, il y a tout qui était plus facile. Et même au niveau de la VO2 max, il y a des études qui ont montré que faire des sprints entre 50 et 300 mètres, ça aide justement à augmenter la VO2 max. Donc même à ce niveau-là, c'est important, quoi. ouais. Donc, toi, par exemple, tu conseillerais le sprint pour un marathonien, par exemple? Est-ce que le sprint peut aider les marathoniens? Bah oui, Donc faire des bah, 60 mètres ou des 100 mètres, voilà, à bloc, quoi. bah justement, il y a une corrélation entre les meilleurs, en fait, ça c'est une étude sur 10 kilomètres. Les premiers, ceux qui ont fini dans les premières places sur 10 kilomètres, ils étaient aussi les meilleurs sur 50 mètres et 300 mètres parmi tout le groupe qui courait le 10 kills. Donc c'est pour ça que c'est pas seulement quelque chose, un petit plus, le sprint. Je pense vraiment que c'est important de savoir sprinter et puis de faire des séances de vitesse. Euh, je sais plus ta question. Ah, pour un marathonien? Voilà. Ouais, vraiment. Alors, je pense, on voit hein, que
les meilleurs, ils font des entraînements de vitesse. Et puis on voit qu'ils vont aussi, ils vont très vite, quoi. C'est vraiment pas des, ils sont pas lents, quoi. Quand ils font des entraînements de vitesse, ça déménage, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose pour faciliter la course. Faut pas le voir comme quelque chose en plus qui va encore vous fatiguer ou comme ça. C'est vraiment un moyen de faciliter, de progresser encore plus rapidement. Donc il faut simplement faire attention parce que la vitesse c'est quand même quelque chose de différent pour le corps, pour les muscles. Donc si vous avez jamais fait de vitesse et puis après vous commencez à faire des sprints à fond, ça peut être un peu dangereux pour vos ischios et tout. Mais allez-y progressivement. Ouais. Euh, Ce que je viens, pendant que tu parlais là, j'ai juste regardé pour confirmer ce que je disais, mais effectivement, il y a on parlait bon, de marathoniens, mais les coureurs de montagne, il y a un coureur anglais, ah non, j'ai plus son nom, c'est Robbie Williams. Non, non, ça c'est le chanteur Robbie Simpson. C'est Robbie Simpson. Et puis, donc lui, il a gagné des courses donc par chez nous en Suisse, hein, des grandes courses. Donc Montreux-les-Rochers-de-Naye, à Sierzinal, il est au top. Au niveau mondial, il est aussi au top, quoi, comme Kylian Jornet. Et sur marathon, bah, il a été sélectionné dans l'équipe nationale donc d'Angleterre pour le marathon. Donc voilà, Mhm. il est obligé d'être rapide s'il veut courir voilà, sur marathon. C'est un coureur qui vaut environ 2,12, je crois, 2,13. Il y avait aussi Kylian Jornet bah, qui mettait l'année passée, qui s'entraînait, qui voulait battre le record de la course suisse Sierzinal. Alors lui, il commençait à faire des séries de 1000 mètres. Bon, là, on parle pas de 100 mètres, mais je pense qu'il fait aussi des sprints en montée, ça c'est sûr. Mais voilà, il faisait des séries de 1000 mètres, de 5000 mètres, alors qu'avant, il faisait jamais ça, parce qu'il voulait justement améliorer, comme tu disais, bah, courir un peu dans les extrêmes, quoi, vraiment aller très très vite, et puis aussi être très très endurant, parce que ça, il a aucun problème, on le connaît tous, hein, lui, il n'a pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça de coureurs de montagne que finalement, comme tu dis exactement, s'ils sont le top de coureurs de montagne ou les top marathoniens, c'est des gars qui vont vite, hein, de toute façon, il n'y a pas de miracle. C'est très rare le Mhm. contraire, quoi. Ouais, ouais. Enfin, qu'un coureur soit au top en endurance, mais pas rapide, c'est pas possible, quoi, en fait. Il faut avoir une vitesse maximale élevée, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Après, si on compare aux meilleurs sprinters, c'est clair que c'est Ouais, il y pas, a une petite pas, différence quand même. voilà. Ouais, 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 une grande différence, ouais, mais ouais. quand même, on va dire entre les marathoniens, les meilleurs, bah, en sprint, ils vont être souvent bien meilleurs que voilà quelqu'un qui est plutôt dans le bas du classement. Et puis donc c'est vraiment quelque chose d'important. Après, une petite chose des fois quand ils disent bon entraînement de vitesse et puis je sais pas, ils font 10 fois 1 kilomètre. Puis ça c'est la vitesse, mais c'est clair que par rapport à un marathon, ils vont aller plus vite sur un 10 fois 1000 mètres. Mais moi, quand je parle de vitesse, c'est vraiment vitesse-vitesse. Ça veut dire que vous pouvez même faire des 60 mètres. T'as des d'entraînement comme ça que tu pourrais nous donner? De Ouais, séance? bah alors je pense qu'au début, il faut aller progressivement, justement dans la diminution de la distance, parce que si vous faites direct à un 60 mètres à fond, c'est un peu dangereux. Mais on va dire commencer peut-être par faire 400 mètres, après des 300 mètres. Par exemple, vous faites, je sais pas, 10 fois 400 mètres, après vous faites 10 fois 15 fois 300 mètres. Puis la pause, justement, c'est aussi c'est quelque chose d'important. La pause, elle peut changer totalement un entraînement. Quand vous faites de la vitesse, il faut essayer de prendre quand même pas mal de pauses. Euh, Après, vous descendez à 200, 100, et puis après, vous pouvez faire des 60 mètres. Et moi, un entraînement que j'aime bien, c'est des 60 mètres in, out, in. Ça veut dire que vous accélérez à fond sur 20 mètres. Ensuite, vous faites 20 mètres où vous essayez de maintenir la vitesse, mais avec le minimum d'effort possible. Donc, ça demande d'avoir une bonne biomécanique de course, être relâché, pas overstrider, ça veut dire pas poser le pied trop devant par rapport au bassin. Sinon, vous allez chaque fois freiner. Donc, il faut avoir un contact assez rapide au sol, une bonne technique, être bien relâché. Et ensuite, les derniers 20 mètres, là, vous relancez et puis vous essayez d'accélérer encore un peu à fond. Donc ça, par exemple, vous faites ces 60 mètres divisé en trois portions de 20 mètres. Vous pouvez faire ça ouais,
entre 10 et 15 fois, on va dire. Ouais. Et puis là, Et puis, prenez, pour la pause, vous prenez environ 3 minutes de pause. Je pense vraiment, c'est important de prendre 3 minutes et puis d'aller à fond, même si vous sentez que vous n'êtes pas fatigué et ouais, je tout. pense que les premiers, on sera pas Euh, fatigué, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. mais il faut savoir que les cellules neuronales, donc les cellules du cerveau, elles ont aussi besoin de récupérer, d'avoir de l'oxygène et en général, elles récupèrent moins vite que les cellules musculaires. Donc, même si vous sentez que vous êtes déjà au top, bah, au niveau du système nerveux, euh, vous allez pas pouvoir être au top. Donc, c'est pour ça, prenez plus de pauses. Comme ça, à chaque fois, vos sprints, ils seront de meilleure qualité, à une plus haute intensité, à une plus haute vitesse, et petit à petit, vous allez progresser. Alors que si vous faites peu de pauses, la progression, elle sera pas autant grande. Donc, vraiment, faut vraiment oser sprinter. Ça va améliorer votre technique de course, ça va améliorer vos, votre pied, ça veut dire que vous allez un peu plus rebondir plus facilement, vous projeter plus facilement parce que vos tendons, ils seront aussi, ils auront une meilleure élasticité parce que en fait, plus on va vite, plus la force appliquée au sol, elle est grande et donc les tendons, ils vont s'habituer à avoir presque 4-5 fois le poids du corps en force maximale lors de l'appui au sol. Et puis après, quand vous courez moins vite, ben, la force, euh, la force qui aura besoin pour courir, elle sera moindre. Donc vous aurez cette sensation de facilité. Donc, on Alors que s'économise aussi, si, hein. ouais, c'est ça, ça Ouais. veut dire que vous allez, vous allez pas forcément gagner en endurance si vous faites des 60 mètres, enfin, si vous vous améliorez vraiment purement en vitesse. Mais par contre, votre économie de course, elle sera meilleure grâce à une meilleure biomécanique, grâce à des meilleurs tendons, des meilleurs muscles un peu plus explosifs, une capacité d'élasticité musculaire aussi et d'amplitude musculaire qui sera meilleure. Et ça fait aussi un bon gainage général, ça entraîne plein de petits muscles. Donc c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et puis ces dernières années, ça se sait de plus en plus que le sprint, ça aide vraiment pour les courses plus longues. Donc voilà, je vous conseille Donc, on pourrait vivement dire, de faire ça. ouais, on pourrait dire marathonien sprinté, en fait. C'est ça, il faut qu'ils intègrent ça vraiment dans leur entraînement, quoi. Il faut pas aller courir toujours au même rythme. Et puis, voilà, essayer un peu de varier aussi les entraînements. Je pense faire de la musculation, enfin avoir. C'est comme une sauce à salade avec un ingrédient. Si on met que du vinaigre, moi, je pense pas qu'elle sera terrible, à moins qu'on adore ça. Mais voilà, il y a plusieurs Mhm. ingrédients qui font que des fois les cuisiniers ont des ingrédients secrets. Donc peut-être ça aussi, je pense que ça peut aider beaucoup de gens de. Enfin, ça peut leur changer tout en fait s'ils commencent un peu à sprinter, certains à faire de la musculation. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis surtout, ça fait un peu sortir. L'athlète, il va accepter de faire des entraînements où il va pas, voilà, souffrir ou que ça soit pas très dur. Et puis finalement, ça va l'aider à, voilà, à faire des entraînements qui soient là pour progresser, puis enfin, qui vont l'amener à progresser et puis pas seulement aller s'entraîner pour souffrir, quoi. Ouais. Juste, on reparlera de la souffrance parce que ça m'intéresse, enfin, qu'on a lorsqu'on court. Mais juste avant, par exemple, moi, si je te dis une séance type de, voilà, par exemple, je sais pas si, est-ce que faire, parce que tu disais qu'il fallait des pauses longues hein, quand on fait du sprint, vraiment pour essayer d'aller à fond. Enfin, c'est pas essayer d'aller à fond, c'est aller à fond. Euh, Mhm. Par exemple, si je fais 3 fois 150 mètres et puis je mets 7-8 minutes de pause vraiment pour être reposé complet, complet. Est-ce que toi, tu as déjà fait ce genre d'entraînement où c'est trop de pause? Non, avec mes athlètes, hier, on a fait un entraînement, c'était 3 fois 150 mètres Ouais, ok. avec 15 minutes de À pause, 15 tu vois. minutes, ouais. Ok, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est vrai Mais que. bon, euh, ça, c'est des sprinters aussi, donc c'est pas vraiment comparable, Ouais. hein. Le sprinter, il est capable de déployer beaucoup plus d'énergie et de son potentiel sur une courte période. Donc, il aura de toute façon besoin de plus de pauses, alors que le marathonien, il en est pas capable, en fait. Même s'il va à fond sur 400 mètres,
finalement, l'énergie dépensée, elle sera pas du tout comparable à un coureur de 400 Ouais, mètres, par exemple, parce que moi qui c'est va à drôle, fond. hein, j'ai toujours cette image de d'Usain Bolt hein, quand il courait encore. Il arrivait sur la ligne d'arrivée, il transpirait, il avait l'air vraiment, enfin c'est pas qu'il avait l'air, mais il était à bout de souffle. Il est encore à l'interview plusieurs minutes après, hein, quand il a fait tout le tour des journalistes, il était encore essoufflé. Je trouve toujours impressionnant. Alors on dit tout, voilà, il a couru que 100 mètres, mais le gars il est mort quoi. Comment on arrive vraiment, comment t'expliques que Mhm. vous, les sprinters, enfin nous aussi, mais comment vous arrivez à aller à fond? Nous, on fait 100 mètres, même si on croit courir à fond, je pense, mais on n'est pas essoufflé. Et puis vous êtes mort, quoi. Vous arrivez à aller plus loin que nous, en fait. Ça, c'est dû à l'entraînement, c'est ça? Bah justement, toute, c'est vraiment tout l'objectif d'un sprinter, c'est d'être capable de déployer un maximum ses capacités, son potentiel en peu de temps. Et puis donc nous on vise tout le temps ça, alors que vous n'avez pas du tout cet objectif. Vous c'est de tenir dans la durée à une certaine intensité, alors que nous c'est vraiment intensité maximale. Et puis ça se travaille. Et c'est-à-dire qu'un athlète quand il commence, je sais pas, il vaut 11,0 sur 100 mètres. Bah quand il court à fond, bah il va moins se dépenser parce que sa biomécanique de course elle sera imparfaite. Il va un peu freiner à chaque foulée. Ses muscles, ils vont pas pouvoir s'étirer dans toute leur longueur, ils vont pas pouvoir se contracter de manière maximale au niveau de toutes les fibres et puis au niveau de l'intensité de la contraction. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche. Et puis bah, plus on arrive à faire ça, plus bah, l'athlète il va être fatigué après un sprint à fond quoi. Donc après c'est vrai il y a aussi l'adrénaline qui joue un rôle que quand on a l'adrénaline avant un sprint et tout, ça fait aussi transpirer et tout. Avant un examen, on peut aussi se mettre à transpirer, avoir le cœur qui bat sans effort. Donc, il y a aussi Oui, ce très bien. facteur-là qui joue un rôle. Et je profite justement que j'ai un athlète professionnel en interview pour poser une question, moi qui me. Enfin, c'est deux questions en fait tu pourras répondre. Donc la première c'est l'échauffement. Il y a beaucoup de coureurs, surtout on voit les plus âgés qui font pas d'échauffement. Alors après, je sais que pour un marathon, on court que juste un petit kilomètre ou comme ça tranquille parce qu'on sait qu'on est à la 42 puis qu'on justement contrairement à un sprinter, on part pas à fond. Je crois que les sprinters, on verra, au pire, tu me contrediras, mais qu'il y a des sprinters qui font jusqu'à 2 heures d'entraînement avant, d'échauffement, pardon. Et voilà, je voulais voir, ben, enfin, que tu me donnes ton avis justement sur l'échauffement, surtout pour les sprinters, hein, sur ce que tu connais, et l'importance de l'échauffement, parce qu'il y en a vraiment qui, voilà, qui minimisent ça. Et puis, est-ce que, voilà, je pense que moi personnellement, je pense que ça peut amener à des bonnes performances si on fait un bon échauffement, le contraire pas. Et autrement, il y a aussi, durant l'échauffement, je vois des fois, alors là, les athlètes, enfin les coureurs, je parle plutôt de courses d'endurance, mais ils s'échauffent. Et voilà, il fait 10, 15 degrés, pas très chaud, ça souffle un peu. Et les gars, ils sont en short, t-shirt, déjà prêts pour la course avec leur dossard. Alors que on voit des fois chez les sprinters, mais aussi un grand marathon, par exemple comme à Berlin, Eliud Kipchoge, ben, il se déshabille au dernier moment. Alors après, on n'a pas tous cette possibilité-là, on n'est pas tous élites, mais, mais voilà, est-ce que c'est bien, par exemple, si on commence l'échauffement 1 heure avant, d'être déjà en short t-shirt, par exemple, tu vois. Enfin, dis-nous un peu ce que tu penses de l'échauffement. Mhm. Bah, je pense que avoir froid comme ça avant la course, déjà, c'est pas top parce que enfin, le corps va déployer de l'énergie pour essayer de réchauffer le corps. Donc, c'est un peu de l'énergie perdue, alors que si on s'habille un peu plus chaudement, bah, le corps, il va pas gaspiller cette énergie-là. Après, bon, chacun un peu a ses propres routines comme ça. Euh, Après, au niveau de l'entraînement de sprint, il faut être un peu nuancé. Par exemple, Usain Bolt, avant ses courses, il a un masseur, donc il masse, qui lui fait des étirements. Et puis après, lui-même, Bolt, en fait, son échauffement, c'est quasiment rien, quoi. Il commence directement en faisant quelques accélérations.
Je sais pas, par exemple, 6-7 accélérations. Ensuite, il met ses pointes, donc ses souliers à clous, et il fait peut-être deux, trois accélérations maximum, et puis c'est fini, quoi. Après, bon, il a la chance d'avoir quelqu'un qui le masse, qui lui fait les étirements. Si on n'a pas quelqu'un à disposition, il faut les faire soi-même. Euh, donc voilà. Après, moi, j'ai mis au point des échauffements avec vraiment une grande panoplie d'exercices à faire pour mes athlètes, et puis on a vraiment vu une bonne différence. Donc leur technique de course et tout, leurs sensations, elles étaient vraiment bien meilleures après avoir fait tous les exercices. Donc c'est vrai que je trouve vraiment important quoi de faire ça. Après, je pense qu'on peut être rapide en compétition avec très peu d'échauffement quand on est un sprinter. Par contre, il faut pas le faire aux entraînements, quoi. Aux entraînements, il faut s'entraîner. Enfin, il faut bien s'échauffer avant, faire des exercices qui sont utiles. Et puis, en compétition, on peut faire des performances avec un échauffement très court. Mais bon, c'est un peu risqué quand même au niveau des blessures. Et puis, la plupart des sprinteurs, ils ont quand même besoin de s'échauffer, on va dire entre 30 minutes pour voilà, ceux qui font le moins, jusqu'à 1 heure en moyenne. Après, c'est clair que certains peuvent aller jusqu'à Donc une on heure et pourrait demie, dire deux que heures, voilà, quoi. l'échauffement, il fait quand même partie de la performance. Pour la majorité, quoi, disons dans Ouais, l'idéal, je pense pour éviter les que blessures aussi, peut-être. après, ouais, pour éviter les blessures, ça c'est clair. Après, moi, en compétition, quand je vois beaucoup de sprinters s'échauffer, ils font quand même beaucoup de choses qui servent à rien. Et puis, ça peut être aussi vraiment Tu as néfaste à des la exemples? performance parce Voilà, ouais, que ouais. faire de la coordination, ouais, c'est ça, par exemple, faire des exercices de coordination pendant 15 minutes avant un sprint, ça n'amène pas à grand-chose parce que la coordination, déjà, c'est quelque chose qui se développe surtout quand on est jeune. Quand on a 20 ans, 25 ans, c'est bien, il faut faire un peu de coordination, c'est clair, mais c'est pas en faisant 15 minutes avant la course que on va avoir une Ouais, meilleure ça c'est coordination tout au long de l'entraînement. Ouais. durant la Enfin, course. Donc, il faut faire gaffe, quoi. Il faut vraiment faire des choses qui vont vers la performance. Euh, et quand on s'échauffe, vraiment penser à pourquoi on s'échauffe et puis pas que ce soit le résultat du stress un peu de la compétition qui nous fait faire plein de trucs et puis on fait un peu pour voilà pour avoir un sentiment de contrôle et finalement on s'épuise beaucoup pour rien quoi. Moi je dis à mes athlètes échauffez-vous mais échauffez-vous pour le sprint quoi, pour votre course et pas simplement pour fuir un peu la réalité parce que vous avez peur ou comme ça quoi. Il faut toujours rester dans le réel et puis savoir pourquoi on fait les choses et ouais, puis, c'est puis super voilà. intéressant ce que tu dis parce que moi je le remarque aussi dans les courses d'endurance. Il y a des, voilà, par exemple, des coureurs populaires ou voilà, même avec une certaine expérience, hein, plutôt voilà, de mon niveau, bien, disons tout autre coureur que l'élite, voilà, ils font leur réchauffement quasiment presque à la vitesse de la course qu'ils vont faire ou assez rapide. Voilà, on va dire un coureur qui fait du 3,30 au kilomètre sur 21 kilomètres, ben, il va s'échauffer peut-être à 4,15, 4,20 ou comme ça, parce que pour lui c'est plus ou moins facile, mais quand même il souffre un peu, il transpire, donc il a l'impression de faire quelque chose, puis il va faire ça pendant 4 kilomètres. Donc je pense qu'il grille un petit peu voilà, pour une voiture on pourrait dire de l'essence, quoi. Il va un peu trop vite. Et j'avais vu, donc c'était l'année passée au mois de mars à une course en Suisse, la Kaiserslautern. J'avais suivi des Kenyans, j'étais derrière eux, et puis donc ils ont commencé l'échauffement au même moment que moi. Et puis le premier kilomètre, après moi j'ai arrêté parce que j'étais pas assez entraîné, je voulais pas trop les suivre, même s'ils allaient justement pas vite. Ils ont commencé à 8 minutes au kilomètre, alors que c'est des gars en course, là ils courent à 2,50 de moyenne. Et puis ils étaient à 8 minutes, puis ils sont allés progressivement. Et au Hmm. premier kilomètre, ils étaient à 7 minutes 30. Et puis après, je les ai revus au retour. Alors là, ils allaient à 3 minutes et quelques au kilomètre, quoi. Ils étaient progressifs, mais ils ont pas commencé directement. Voilà, eux, ils auraient pu commencer à 3,20 au kill, peut-être le réchauffement. Et puis ils vont progressif. Donc je trouve aussi des fois, on s'échauffe un peu trop vite
Bon, là, je parle surtout pour les coureurs d'endurance, mais ouais. Ouais, mais chez les sprinters, c'est pareil, hein. En fait, ils s'échauffent surtout pour se Ouais. rassurer parce qu'ils ont un peu peur. Et puis, ils font beaucoup de choses un peu inutiles qui vont les fatiguer, voilà, avant la course. Il faut vraiment s'échauffer et puis garder, voilà quoi, rester vraiment rationnel et puis faire des choses qui vont vraiment aider pour la course, et pas seulement Ouais, éviter bouger, de bouger pour se s'épuiser. rassurer Comme quoi. on parlait avant de, voilà, s'il fait froid, peut-être bah, bien s'habiller, se déshabiller au dernier moment. C'est tout un peu cette énergie qu'on gaspille pas, qu'on a pour la performance après, quoi. Pareil avec le jeûne, en fait, d'ailleurs, hein. Toute l'énergie qu'on met pas dans Mhm. la digestion, bon, on le met après dans la performance ou dans d'autres choses, quoi. Ouais. Et puis, bon, on a parlé au Mhm. début aussi de souffrance. Moi, bon là, je te parle, c'est un peu aussi en rapport avec l'échauffement. Il y a je remarque beaucoup de mes amis ou des personnes avec qui je parle d'entraînement, donc plutôt pour l'endurance, ils s'entraînent quasiment toujours au même rythme. Et puis voilà, une fois de plus, donc c'est des gens, par exemple, on va dire, voilà, ils font à 10 km, ils arrivent à courir en 4 minutes au kilomètre. Bah, généralement, ils s'entraînent à 4,15 de moyenne. Et puis, donc pour eux, voilà, ils n'ont pas Mhm. l'impression de rien faire, donc ils sont pas tranquilles en train de faire de l'endurance ultra lentement, comme je te parlais, ces Kenyans qui s'entraînent super lentement. Euh, mais ils sont pas non plus au maximum, donc ils arrivent à tenir, ils sont toujours un peu à une certaine limite, comme en endurance on appellerait ça le seuil, ils sont toujours un peu à cette limite, ça va pas, ça va pas, ils peuvent tenir assez longtemps, et Mhm. puis toujours, moi ça me fait un peu, enfin voilà, je suis toujours un peu, je trouve dommage pour eux qu'ils s'entraînent comme ça, parce que finalement, ben, avec ça, ben, ils se fatiguent et puis ils restent au même rythme. Moi, j'ai un ami d'ailleurs qui me dit, ça fait 10 ans que j'ai le même temps aux 10 km, et puis justement, ben, il s'entraîne comme ça, il est toujours au même rythme. Donc aux courses, ben, il est toujours à ce rythme. Et puis comme on le disait aussi par rapport Mhm. à sa vitesse maximale, ben, lui, à la fin, il n'arrive pas à se faire plus mal qu'il se faisait déjà mal les 3-4 km en arrière, quoi. Il n'arrive pas à donner ce coup à la fin, quoi. Je sais pas, Mhm. qu'est-ce que toi tu conseillerais voilà, par rapport à ça? Bah là, il y a deux choses. Il y a l'entraînement à la même intensité tout le temps, à la même vitesse, donc qui est une erreur, hein. Donc l'importance de varier vraiment les allures d'entraînement, puis de pas hésiter d'aller dans les deux extrêmes, c'est-à-dire faire du sprint et puis des courses vraiment Mhm. plus lentes et plus longues. Euh, et puis le deuxième truc, c'est justement comme tu dis, où il est tout le temps un peu Mais on dirait qu'il fatigué, quoi, un il peu recherche la souffrance, quoi. à Autrement, la limite. s'il souffre pas, ben, c'est comme si il ferait mieux de rester à la maison. Moi, il me dit, je lui dis des fois, entraîne-toi plus lentement, fais un entraînement où tu t'entraînes très lentement, puis tu te forces, puis il dit, ah non, j'ai l'impression de pas assez souffrir, de pas assez, que ce soit pas bénéfique, en fait. Hmm. Euh, ouais, bah ça, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup chez les coureurs d'endurance. Certaines personnes font ce sport pour souffrir, hein. C'est pas du tout la majorité, mais on peut en retrouver des gens comme ça voilà, qui ont besoin de rechercher la souffrance. C'est un peu une forme de masochisme, peut-être, euh, parce que bah, quand on voit ces gens-là dans la vie de tous les jours, en général, c'est pas vraiment voilà, des gars qui ont hyper confiance en eux, qui sont, enfin voilà, des boss. C'est un peu parfois des gens qui subissent un peu la vie et puis qui sont un peu voilà dans le masochisme et puis un peu victimes comme ça et puis ils ont voilà, ils ont besoin un peu de souffrir, de se faire souffrir, comme si c'était un peu des martyrs et puis qu'ils doivent se sacrifier pour avoir un résultat. Et c'est pas, enfin, moi, j'ai toujours vu ça un peu d'un mauvais œil, hein. Je trouve que c'est un peu malsain. Après, bon, bah, chacun a ses petits soucis, quoi, du quotidien et puis on essaye de contrebalancer avec des moyens, quoi. Donc là, ici, c'est le sport, mais je crois que c'est un cercle, c'est pas, enfin voilà, c'est un peu un cercle vicieux, quoi, parce que si à l'entraînement, il est tout le temps un peu en mode souffrance, il va se blesser, il va pas progresser, et puis finalement, bah, il se met, c'est un peu de l'auto-sabotage qui se fait.
parce que sûrement que il a lu quand même dans les livres qu'il faut pas tout le temps être voilà, au-delà des limites. Il faut faire des séances un peu plus dures des fois, mais c'est ça doit être entrecoupé de petites séances un peu plus faciles qui vont aider justement à mieux supporter les séances difficiles. Après, c'est vrai qu'il y a un biais à ce niveau-là parce que quand les stars, les sportifs, quand ils mettent des publications sur les réseaux sociaux, bah souvent ils montrent des entraînements qui sont les plus durs, quoi, où ils se font Ouais, vraiment, trop, c'est pas où ils intéressant, en ouais. chient, on dit. Et Enfin, ça impressionne pas, quoi. ouais, c'est ça. Et puis on voit aussi chez les sprinteurs ou comme ça, ils montent leur séance quand ils font des squats à 300 kilos et tout. Et puis le problème, c'est qu'après les jeunes qui regardent ça, bah ils se disent, ah, il C'est la faut vraiment pointe que je de fasse des squats à l'iceberg, en 300 fait, un kilos. peu. Mais ce qui, C'est, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gars-là, ces champions, ils savent que c'est pas ces séances-là qui les font courir ouais. vite. C'est vraiment tout le reste, en fait. Et puis ces séances, pour arriver à 300 kilos en squat, il faut avoir faire énormément de choses, quoi. Il faut que le dos il soit parfait, il faut avoir une bonne technique, il faut y aller progressivement, ça prend des années. Et puis ils montrent un peu le résultat de tout ce qu'ils font, et puis les gens ils prennent le résultat pour le moyen en fait. Ils croient il faut faire des entraînements hyper durs, mais en fait non. S'ils arrivent à faire je sais pas 20 fois 200 mètres en 25 secondes avec une minute de pause, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de d'autres entraînements qui sont un peu plus tranquilles, avec de la technique, de la vitesse, des trucs plus lents qui permettent de faire ça. Mais si vous utilisez ça pour progresser, Ouais. ça va pas Donc, marcher. ouais. Donc, Donc toi, voilà, ouais. recordman suisse du 60 mètres, tu souffres pas à tous les entraînements, on est d'accord? Pas 100% du temps, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on soit conscient, quoi. Franchement, bah en fait, j'ai développé vraiment ma propre méthode où on va dire j'ai plutôt individualisé mes programmes d'entraînement pour qu'ils soient Mhm. vraiment efficients. Euh, et puis finalement, j'ai vu que j'avais pas besoin de souffrir en fait à l'entraînement. C'est vraiment rare que je souffre à l'entraînement en fait. Après, c'est clair que pour le sprint, bah ouais, il y a moins de séances de souffrance quoi. Il y a une séance où on peut faire du lactique, mais en général, personne en fait 5 fois par semaine quoi. Mais même moi, les séances lactiques, je les ai jamais vraiment faites beaucoup, quoi. J'ai plutôt privilégié la qualité. Euh, mais la souffrance en soi, c'est pas vraiment un problème. Il faut simplement qu'elle soit pas tout le temps, pas tout le temps là à chaque entraînement. Et puis, il faut le faire aussi, pas d'une manière masochiste, en fait. Il faut dire que voilà, bah, pour progresser, cette séance-là, elle sera un peu plus dure, je vais souffrir. Mais c'est pas, Mhm. je vais pas rechercher la souffrance en fait. Si vous recherchez la souffrance, ça va pas aller. Par contre, si vous recherchez vraiment une amélioration de vos résultats, et puis bon ben vous savez que il faut faire de temps en temps une séance un peu plus dure, bah voilà, vous allez la faire. Et puis l'important c'est de la faire, mais avec le sourire. Et puis euh, un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être le meilleur conseil que que je peux donner à tous les athlètes, c'est de vous mettre comme limite l'impression de facilité. Dire que quoi que vous fassiez, même si vous souffrez, tout ça, vous devez tout le temps donner une impression de facilité. Si vous faites ça, si vous mettez ça comme limite, et puis que jamais on voit que vous êtes dans le dur, que vous devez forcer, que votre technique elle se dégrade, si vous faites ça, vous allez progresser vraiment de manière Ouais, donc, par fulgurante. exemple, si je cours, Euh, voilà, je fais donc, une série de 400 mètres, il faudrait pas que, ou 300 mètres, après 300 mètres, voilà, que ma technique, comme tu dis, elle se dégrade et puis que mes bras sont plus nickel. Enfin, voilà, on s'est compris, mais disons, il faut être essayer jusqu'au bout d'être comment d'être présentable. Enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais d'être ouais, bah c'est ça. Moi, je dis ouais, impression de facilité. Il faut jamais montrer que vous êtes mort, quoi. Même si dans votre tête, vous en pouvez plus,
vous devez vous obliger à donner une impression de facilité. Et en fait, c'est une difficulté supplémentaire parce que quand on est fatigué, voilà, se laisser aller les bras comme ça, courir n'importe comment, bah finalement, ok, vous supportez la douleur, c'est bien. Enfin, mais ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à souffrir, mais en donnant cette impression de facilité, en gardant une bonne technique de course. Et puis voilà, d'un point de vue extérieur, il faut pas qu'on voie que vous êtes dans le dur. Et puis, si vous mettez ça comme limite, ça va déjà vraiment vous aider, quoi. Je pense Ouais, vraiment. très bien. Euh, Il y a un mot qui a résonné quand je l'ai entendu il y a quelques minutes là. Tu parlais d'efficience, euh, que tu utilises beaucoup. Voilà, ce concept. Tu arriverais à me dire un peu ce que c'est pour toi, puis m'en dire plus? Oui, bah en fait, l'efficience, c'est un mot que j'ai découvert avec la méthode Lafay. C'est un livre d'entraînement de Ouais, musculation sans matériel à faire chez soi. Et Olivier Lafay a étudié la philosophie, donc il est vraiment intéressant à lire, à écouter. Donc l'efficience, en fait, ça c'est opposé, on va dire, à l'efficacité. L'efficacité, c'est, par exemple, on vous dit le matin, vous déplacez, là, c'est 3000 kilos de pierre, vous devez les mettre là dans le garage, et puis bah, vous allez faire ça à main nue, et puis à la fin de la journée, vous avez réussi à déplacer toutes les pierres. Ça, c'est de l'efficacité, parce que vous avez réussi à obtenir le résultat, mais bon, ouais. ça vous a coûté beaucoup de fatigue. Alors que l'efficience, bah, ce serait plutôt voilà, de mettre les pierres dans une brouette et puis les mettre dans le garage et puis pas de les porter comme ça à main nue. Et puis vous allez faire ça en 2 heures plutôt que toute la journée et ça vous a coûté beaucoup Voilà, moins obtenir un d'énergie. résultat avec Donc le minimum d'effort, le là, minimum de temps, enfin, le plus de bien-être, le plus ouais, ouais, c'est de ça. facilité possible, quoi. Mais d'arriver au résultat, quoi. Ouais. C'est ça en fait. Si on comprend pas la distinction entre efficacité et efficience, en fait, en général, on va viser l'efficacité. Ça veut dire, on veut tel résultat, et puis on est prêt à tout faire pour obtenir tel résultat. On est prêt à souffrir, à faire des séances énormes, à faire plein d'exercices, enfin voilà, à prendre beaucoup de Il temps. y a peut-être un chemin Et en plus fait, court, plus facile, moins ça, sinueux, en fait, pour y arriver. Ouais, bah c'est ça. En fait, la différence entre les amateurs et puis vraiment les professionnels, les athlètes professionnels, c'est que les professionnels, ils ont réussi à faire des entraînements efficients. Parce que l'énergie qu'on a en stock, qu'on peut utiliser pour l'entraînement, elle n'est pas infinie. Et puis, bah, l'énergie qu'on a au début, quand on est bien reposé, bah, elle va être vraiment déterminante. Donc, ce qu'on va faire là, avec cette bonne énergie, c'est vraiment ça qui va être décisif. Et puis, il faut savoir faire exactement ce qu'il faut pour retirer un maximum de l'entraînement en faisant le minimum, quoi. Donc, c'est un peu ça ce que j'essaie de faire avec mes athlètes, c'est faire des séances d'entraînement où je sais que là, la création de fatigue, il y a une création de fatigue, mais qui vont pas aller dans le rouge, ils vont pas faire une accumulation de la fatigue. Par contre, ils vont progresser énormément. Et puis donc voilà, ça consiste à bah, l'objet de l'entraînement qui va être différent, mais aussi bah, par exemple si on fait 6 courses, je sais pas sur 120 mètres. Bah, peut-être que s'ils en faisaient 7, ben là, ce serait une septième qui servirait pas à grand-chose. Par contre, cette course-là va les fatiguer ouais, vraiment beaucoup, quoi, parce que après les 6 courses, ils ont déjà bien épuisé leur stock. Puis ils pourraient faire 12 courses de 120, ils pourraient en faire 15 même. Mais il faut savoir vraiment doser et faire vraiment ce qui est nécessaire pour la progression et pas faire ouais. ce que vous êtes capable de faire. Parce que ça, c'est vraiment différent. Le corps, il est prêt, il est capable de supporter beaucoup de charges d'entraînement. Euh, mais par contre, il va accumuler de la fatigue et puis les entraînements que vous faites en étant un peu fatigué, ils seront de moins bonne qualité. Donc, vous allez beaucoup moins progresser et vous allez simplement accumuler encore beaucoup de fatigue. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça
toujours faire des choses où vous savez que vous allez retirer un maximum, et puis arrêter avant de créer trop de fatigue en fait. Donc c'est toujours mieux de faire un peu moins des fois si vous avez un doute que de faire un peu trop, parce que un peu trop c'est risqué, ça mène au surentraînement, aux blessures, à la baisse de motivation. Euh, alors que si vous faites un peu moins, bah finalement tout ce que vous faites, ça vous fait progresser. Et puis bah si vous avez fait un petit peu plus, vous auriez progressé un peu plus. Mais au moins là vous avez progressé. Donc faut toujours dans le doute, c'est mieux de faire un petit peu moins quoi. En tout cas, les résultats Ouais, ils comme on seront a là. dit, quoi, commencer petit, puis y aller progressivement. Et ouais, c'est très intéressant en tout cas ce concept d'efficience. Et puis on, on- on entend souvent, voilà, moi je parle plutôt de ce que je connais, mais par exemple au niveau du marathon, des longues distances, voilà, il y a des coureurs tels que tu connais bien, quoi, un de tes amis Julien Manders, ou bien autrement il y a le marathonien, le meilleur marathonien actuel de la planète, donc Eliud Kipchoge, qui disent voilà que aucun humain n'est limité. Mais je trouve, voilà, bon, c'est assez juste. Après, bah, je pense qu'il faut pas justement prendre ça bah, pour se dire voilà qu'on fait n'importe quoi, puis que il faut quand même se mettre des limites. Enfin, toi, tu es d'accord avec ça, mais il faudrait quand même se mettre des limites pour pas, voilà, ou bien. Ouais, franchement, Ok, j'ai de la peine à comprendre ce slogan. J'ai l'impression que c'est un peu Nike quoi, qui veut voilà, qui veut dire. Enfin, c'était quoi son just do it. ancien slogan là, Nike? Ouais, Ouais, Just do it. Ouais, ouais, ouais. ça va. Mais non, franchement, personne n'est limité. Ouais, c'est pas. Non, justement, je pense que il faut prendre conscience de ses limites, les accepter, pas faire des choses dont on n'est pas capable de supporter, faire des choses, enfin vraiment être réaliste sur notre niveau actuel. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Moi, j'ai vu tellement de sportifs se dire bon, maintenant c'est le fois, je commence avec 6 entraînements par semaine, machin, je vais faire la musculation en trick. Et puis les gars, ils font ça une semaine, 2 semaines, et puis après ils arrêtent totalement. Puis bah ça, c'est aussi le cas pour, enfin voilà, pour beaucoup de personnes du quotidien qui veulent se mettre à faire un peu Perdre de du poids. course ou d'un peu de musculation. Ouais. Et faire un peu trop, ils veulent faire trop parce que voilà, ils disent il faut changer, ils veulent perdre du poids, ils veulent maintenant bah voilà, s'entraîner X fois par semaine. Et puis ça marche jamais quand on se met des objectifs trop élevés. C'est mieux de faire des choses vraiment très très accessibles, des choses que vous savez que vous allez pas éviter, procrastiner ou remettre au lendemain. Vraiment des choses très faciles, mais vraiment très très faciles, hein. Quand je dis, si par exemple quelqu'un a jamais fait de musculation, bah il peut se dire, je Ouais. commence, je fais une pompe par jour, parce que déjà là, si ça fait, enfin si c'est jamais entraîné, puis s'il se dit ok maintenant j'en fais une par jour seulement, bah c'est déjà un pas vers l'avant. Et Ouais. puis la pompe il va la faire de toute façon. Puis bah après il peut se dire Ouais. ok bah maintenant je fais 2 pompes par jour quoi. Et puis en fait quand il va commencer ses pompes, bah il va se dire ouais je vais pas en Mhm. faire que deux, je vais en faire 10, 20. Et puis finalement, c'est toujours mieux de mettre des choses très très accessibles, très faciles, de pas se mettre de la pression, de se dire ah mais je me suis pas assez entraîné ou il faut que je m'entraîne voilà 2 heures par jour tous les jours. Mettez-vous des choses très très accessibles. Partez du partez du principe, enfin partez vraiment d'une vision réaliste de ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre motivation, votre emploi du temps et c'est comme ça que vous changerez, que vous arrivez à devenir qui vous voulez être. C'est en vous donnant des choses très accessibles que vous allez faire. Donc vous allez garder la motivation, vous allez voir que vous progressez. Et puis finalement, vous progressez. Puis finalement, la chose accessible, une année après, ça sera un truc de fou, quoi, que vous auriez pas, même pas espéré Ouais, bah, réussir à si. faire une fois dans votre vie. Alors que si vos objectifs sont trop élevés, c'est pas bon, On aurait vous allez abandonné arrêter, et bien puis avant, quoi, ouais. après quelques semaines, quoi. C'est ce qu'on voit souvent avec les bonnes résolutions. Moi, j'avais aussi lancé ce Ouais. concept de courir minimum, enfin courir tous les jours, mais minimum 2 kilomètres. Et puis c'est vrai que j'en discutais autour de moi, il y en avait pas mal qui rigolaient, surtout bah, ceux qui ont l'habitude de faire 20 kilomètres. Mais avec ça, bah, j'ai réussi à courir. Là d'ailleurs, ça fait, on est le 102, on est quoi le 12, on est le 102e jour de l'année. Et ça fait 102 jours que je cours. J'ai fait 102 entraînements, enfin 103 parce qu'il y a eu un jour où j'en ai pas fait, puis un jour où j'en ai fait deux.
Mais voilà, j'arrive à courir tous les jours parce que je me suis fixé ce minimum de 2 kilomètres. Mais voilà, hier j'ai fait 5 kilomètres, avant-hier j'en ai fait 10, aujourd'hui j'en ai fait 12. Donc voilà, c'est mon minimum. Quand j'ai pas envie, bah, je me force, je fais ces 2 kilomètres. Mais ça n'arrive quasiment plus parce que c'est devenu une habitude. Comme tu disais, bah, Mhm. on commence par exemple avec une pompe et puis après bah, on en fait plusieurs et puis bah, ça devient une routine, quoi, une habitude. Et moi je l'ai fait aussi avec le gainage. Je me Mhm. disais tous les soirs, je fais 2 minutes de gainage ou d'abdos ou comme ça. Puis ben, finalement, des fois j'en faisais 3, 4 ou des fois Mhm. j'essayais de faire un record, tenir plus longtemps. Et puis des Mhm. fois j'en ai vraiment marre, bah, je me force à faire ces 2 minutes. Puis finalement, des fois même, simplement le fait de se lancer, d'y aller, bah, on fait un peu plus, même si on en avait marre avant, quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu nous livres Ouais, ouais, ça. comme conseil, ouais. Bah, le fait de louper des entraînements, Ouais, c'est très très démotivant en fait. Parce que si on s'est fixé des objectifs et puis qu'on les fait pas, on se dit bon bah j'y arrive pas, je suis nul, voilà. Alors que si vous fixez comme pas objectif une d'excuses, pompe quoi. par jour, bah il y a de très fortes chances, enfin il y a de très fortes Ouais, chances que ouais, vous accomplissez votre objectif. Et puis donc il y a aucune pression, donc vous allez le faire plus facilement, plus volontiers. Et puis, il y a de très grandes chances que vous fassiez bien plus que votre objectif. Et puis, alors que si vous étiez fixé 20 pompes par jour, peut-être vous les feriez pas. Mais si vous en fixez seulement ouais, une par ouais. jour, bah, peut-être vous allez faire 20. Et puis, le jour où ça vous saoule trop, bah, vous allez en faire qu'une. Mais au moins, vous n'aurez pas ce sentiment d'être nul et puis de pas avoir fait vos trucs et puis de tout abandonner. Donc, faites ça. Donnez-vous des choses très, très, très accessibles. Et puis finalement, vous progresserez et puis finalement, vous pourrez faire des choses vraiment Ouais. très bonnes avec le temps. Moi, je trouve super intéressant ce on vient de dire en fin d'épisode. Enfin, tout l'épisode est, est, je trouve, très intéressant. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Moi, j'avais encore juste une petite question, mais autrement, je sais pas si toi, tu voulais continuer sur un autre sujet. Non, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon et puis on pourra revenir si jamais sur des sujets plus précis. Là, on a parlé un peu globalement de plein de trucs, mais bah, je voulais simplement dire, enfin avant ta question, simplement dire que si les gens ont des questions, peuvent me contacter pour améliorer leur technique de course ou avoir des petits programmes justement très spécifiques à faire chez eux pour qu'ils se sentent plus légers et puis que ça aille mieux dans leur course d'endurance ou s'ils sont footballeurs pour développer l'explosivité et la vitesse. Bah oui, ils peuvent me contacter, je Ouais, te je donne mettrai l'adresse mail ouais, que tu ouais, je mettras mettrai dans la tout ce qu'il faut description. en description, ouais. Et puis, bah, moi, je voulais juste terminer en fait, Parfait. si tu avais, par exemple, un livre ou un documentaire à conseiller voilà, à conseiller à nos auditeurs, voilà, ceux qui nous écoutent, si tu as un livre, toi qui t'as aidé en course à pied ou pas forcément en course à pied, enfin en athlétisme ou pas forcément, mais... Mhm. Bah, le livre dont j'ai parlé avant Ouais, déjà, ouais, La méthode l'a fait, entraînement de musculation sans matériel. C'est vraiment un bon livre et une bonne philosophie, des entraînements vraiment hyper bien pour garder la motivation, pour progresser de manière constante. Enfin, vraiment, vraiment c'est top quoi. Si, en plus, c'est bien pour tous les sports en fait, parce que c'est vraiment un entraînement général du corps que vous pouvez adapter selon vos besoins. Et franchement, moi, ça fait, je sais pas, ça doit faire quasiment 15 ans quoi que j'utilise cette philosophie un peu d'entraînement et puis les exercices qui sont dans le livre. Euh, donc donc vraiment ça veut bien. dire Puis avec voilà, cette si. méthode-là que tu nous parles, la Oui. méthode l'a fait, euh, on prendrait ce livre, on suit ce qu'ils nous disent dedans, et puis on peut... Voilà, tu nous parles que c'est sans machine, donc pas besoin d'aller au fitness, voilà, on a tout ce qu'il faut à la maison, disons, et même sans ces poids, sans tout ça, on arriverait quand même à prendre du muscle. Donc toi, tu utilises Ouais, c'est ça. ça. C'est une Tes méthode muscles viennent vraiment de sans là. matériel. Enfin, je sais pas. Moi, Ouais. j'utilise ça. Ok. Ouais, Ouais. ouais. Pour tout ce qui est haut du corps, j'ai rarement fait utiliser les machines ou les barres. J'ai toujours fait en poids du corps. Donc voilà, en gros, c'est des dips, pompes, traction. Mais la méthode, il faut vraiment acheter le livre. Donc c'est le Ouais. livre, un livre vert.
c'est vraiment un très, très bon achat si vous êtes sportif. Franchement, c'est hyper bien. Et puis moi, en fait, j'ai développé un peu ma méthode de sprint en puisant pas mal, voilà, en m'inspirant beaucoup de ce livre, en fait, et puis en transmettant ça dans, voilà, pour l'entraînement plutôt de sprint. Mais vraiment, vous pouvez vraiment utiliser la même méthode pour faire vos plans d'entraînement, vous inspirer de cette philosophie. Franchement, c'est vraiment top, quoi. J'ai vu les grands coachs que j'ai côtoyés, finalement, ils avaient la même philosophie que l'a fait. Donc, je vous recommande vivement ce livre. Après, ceux qui veulent, voilà, pour la musculation, pour aller plus en En détail, plus contact. dans la complexité, Ouais, c'est, ouais, moi, ou sinon, il y a un livre qui est bien, c'est, enfin, les livres de Lavier et Gundil qui sont vraiment bien, mais après, franchement, on peut lire le livre et puis à la fin, on sait pas trop quoi faire. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés, qui veulent comprendre vraiment tout le corps humain et puis les exercices qui sont bien à faire selon tel profil, etc. Alors que la fait, c'est vraiment, ça s'adresse à tous et puis ouais. Et en d'ailleurs, général, ça marche bien, quoi. je vois qu'il y a une version spéciale féminine, quoi. C'est cool. Comme ça, se dire, il y a aussi plus spécifique, disons, pour les femmes, quoi. Ouais, il y a justement la version féminine qui est vraiment bien. Ouais. Après, j'ai plus d'expérience avec la méthode homme, mais je sais que j'ai quelques filles amies qui ont fait la méthode femme féminine et puis elles ont vraiment bien apprécié, quoi. Donc, je vous Ok. recommande ça. Alors, bah voilà, Pascal, je te remercie en tout cas de cet échange. C'était très. Il y a énormément d'informations. Enfin, voilà, Ouais, bah écoute, merci à toi, bonne continuation pour tes podcasts et puis bah à une prochaine quoi pour un sujet peut-être plus ouais, très bien. spécifique.